Hey, eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur cet espace conférence pour une nouvelle table ronde. À mes côtés, donc, bonjour Agnès Laurent. Vous êtes de BPI. On avait Thierry Barbolo tout à l'heure, un BPI qui est très présent et qui est très actif aux côtés des PME françaises. Vous êtes donc, vous, à la direction expertise innovation de BPI. Et vous vous occupez notamment des financements via PIA, des dispositifs PIAV sur l'industrie du futur. Vous allez nous en dire quelques mots dans quelques instants. Et puis Didier Crespel, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes président de Mecamen. Mecamen, donc on a beaucoup de choses à dire avec vous. On va parler de qualité, on va parler du futur également. Je vais vous donner la parole dans quelques instants. Et vous nous expliquerez tout ce qu'englobe Mecamen, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a plusieurs entreprises, c'est un groupe. Vous allez nous raconter tout ça. Alors, on démarre avec vous, Agnès Laurent. On va mettre à l'image, Hugo, on va mettre à l'image, du coup, une slide, et on va commencer donc cette table ronde par définir qu'est-ce que c'est finalement l'industrie du futur dont tout le monde parle aujourd'hui sur ce salon. Comment on peut la définir de votre point de vue de BPI? Alors pour nous, l'industrie du futur, elle a déjà été conceptualisée, notamment le cabinet Roland Berger, je crois, qui intervient sur ce salon aujourd'hui, représente l'industrie du futur comme un concept à plusieurs niveaux, intégrant la cybersécurité, les notions de big data, les notions d'économie d'énergie, l'approche personnalisation de masse. En fait, pour nous, on va dire nous qui avons l'approche du terrain, les entreprises que l'on voit, cette industrie du futur qui va intégrer tous les concepts de l'industrie du futur n'existe pas. Pour autant, ce qu'on voit, les projets que l'on connaît bien, et qui se rapprochent le plus de cette vision complète de l'industrie du futur, ça va être les projets des grands groupes, des multinationales, et notamment en France, ça peut être le cas de projets de type, je vais vous en citer quelques-uns, l'usine du futur de PSA, le projet MU2020, Mulhouse 2020, qui est le site pilote de l'industrie du futur. Là, l'objectif de ce projet, c'est clairement de comment faire qu'on arrive à produire en France des voitures avec un coût de revient de fabrication qui sont, on va dire, à l'échelle internationale, pas plus élevés que la concurrence. Donc pour pouvoir arriver à cet objectif, ils vont choisir les briques de l'industrie du futur qui vont leur permettre de répondre à cet objectif. Ils ne vont pas nécessairement intégrer toutes les briques. Ça c'est un exemple. Un autre projet, c'est celui d'Air Liquide. Air Liquide qui est un des projets vitrines de l'Alliance, qui, lui, sa vision donc c'est une industrie de process continu, et innover quand on est une industrie de process continu et quand on veut revoir son process industriel, c'est vraiment pas simple. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été labellisé. La finalité, c'est quoi? C'est de réduire la consommation énergétique. Alors ils vont intégrer la brique digitale jusqu'à la transformation des métiers, avec le principe qui est finalement, si on veut faire des économies d'énergie, le plus efficace, ce sera de créer un centre d'opération, on va dire à distance de l'ensemble de leurs sites, pour téléopérer à distance et en temps réel leur process de fabrication. Un autre exemple, dans le secteur dans le spatial, là, on est en train de vivre une montée en cadence pour la production de satellites. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'industrie traditionnelle, dans le secteur du spatial, on fabrique à peu près 7 satellites par an. Là, la montée en cadence avec l'approche de OneWeb, si ça vous parle, enfin le Internet pour tous partout dans le monde, l'objectif pour répondre aux enjeux en termes de productivité, il va falloir réussir à trouver un process qui va permettre de passer donc de 7 satellites par an à 7 microsatellites par semaine. Donc ça suppose une réorganisation complète de la chaîne de production pour arriver à cet objectif. Pour autant, chacun de ces multinationales ne va pas pour autant intégrer toutes les briques de l'industrie du futur conceptuel tel que c'est décrit. Et dans ces cas-là, les grandes entreprises, elles ont tout en commun le fait de se positionner plus comme des assembliers, comme des chefs d'orchestre, et vont aller puiser des briques technologiques, en particulier chez
les startups de la French Tech. Hein. Je ne sais pas si vous voyez sur mon Sur schéma. l'écran qui est là, voilà, sur le on schéma. descend sur, donc c'est pour ça que la flèche, elle monte, c'est-à-dire que les grandes entreprises vont aspirer des briques technologiques des startups de la French Tech, hein, dont on est très riche en France, et ça c'est un réel atout qu'on a en France. Elles vont le faire la plupart du temps de façon approche ponctuelle, mais de temps en temps on voit aussi des approches de co-développement. Mais c'est quand même, on va dire, dans cette vision, on va dire un peu stratosphérique des grands groupes, c'est une approche, j'achète, voilà, en tant que sous-traitant, des briques techno de ces super startups. Et puis je vois ce que j'en fais. Elles peuvent, ces grandes entreprises, du coup, explorer beaucoup de technologies, sous un format bouquet de technologies par rapport à des applications, ce qui fait pousser les startups. Alors ces startups, quand elles sont, ces startups de la French Tech, quand elles vont, on va dire, travailler avec des grandes entreprises, parfois elles sont amenées à devoir faire un petit peu de recherche et développement. Et nous, pour les accélérer la maturité de leur technologie, on peut les financer avec nos dispositifs. Il y a tout un tas de dispositifs chez BPI France, que sont les petites aides à l'innovation en direction régionale, dans tout le réseau de BPI France. Il y a aussi un concours, le concours innovation numérique, qui permet à des startups qui postulent d'avoir jusqu'à 200 000 € de subvention. Donc c'est des concours qui ont lieu 4 fois par an. Donc ça c'est voilà. Mais voilà, c'est une approche brique techno assemblée par un chef d'orchestre et qui a la vision globale. Et qui va quand même faire appel à des PME, puisqu'il va aspirer une innovation du monde des startups, et avec sa vision de grand compte, il va aller répercuter cette innovation et peut-être la propager grâce à un réseau de sous-traitants. C'est peut-être la deuxième vague qui intervient dans le processus quelque part. Alors tout à fait. Du coup, ces grandes entreprises donc, qui se sont lancées dans leur projet 4.0 vont du coup avoir pour l'impact que ça va avoir, l'effet, c'est que du coup elles vont avoir des exigences vis-à-vis des sous-traitants de la supply chain de leur fournir de plus en plus de plus petites séries. Alors du coup les sous-traitants de la supply chain, ils ont deux solutions. Soit ils se disent, ouh là là, comment je fais avec mon outil de production pour faire face finalement à mon grand client qui jusque-là me commandait des grandes séries. La tentation peut se dire, je vais délocaliser parce que les coûts de personnel sont moins chers. Et c'est ce qui a été, on va dire, jusque-là une tendance relativement forte. Mais en réalité, par rapport aux exigences donc, de l'industrie du futur, ces sous-traitants de la supply chain, ils vont avoir une approche beaucoup plus pragmatique que celle des grandes entreprises qui ont plus de moyens. L'approche pragmatique, c'est quoi? Comment je gagne en flexibilité, puisque finalement mon client, il va me demander des plus petites séries, mais si je me délocalise, je ne vais pas pouvoir répondre à cet enjeu de réactivité. Donc du coup, actuellement, certains sous-traitants qui avaient délocalisé sont en train de repenser à relocaliser en France, et finalement c'est tout l'enjeu me semble-t-il, de l'industrie du futur, c'est que finalement cette industrie du futur, en France, elle est tout à fait possible si on y met un petit peu d'innovation et que ces sous-traitants de la supply chain se disent je vais repenser mon outil industriel pour gagner en flexibilité et du coup je vais innover, et dans ce cas-là effectivement je vais avoir peut-être un peu moins de personnel, pour autant comme je vais être plus flexible, je vais pouvoir me diversifier et passer, au lieu d'avoir finalement une certaine dépendance vis-à-vis d'un grand donneur d'ordre, et finalement je vais pouvoir répondre à plusieurs grands donneurs d'ordre, et au final l'effet sur l'emploi ne sera pas négatif. Alors, merci pour ce... On va peut-être donner la parole à Didier Crespel. On vient de faire ce premier tour d'horizon entre de l'innovation qui remonte dans l'univers grand compte et qui est redistribuée après sous forme de process au niveau des sous-traitants et de toutes les PME qui accompagnent ces groupes. Alors, parlez-nous déjà un petit peu de votre parcours. Vous avez une belle connaissance, une belle vision de l'industrie aujourd'hui. Parlez-nous de votre parcours et après de comment vous ressentez ce mécanisme. Donc, moi j'ai 54 ans maintenant. Donc j'ai fait mon parcours dans le monde industriel automobile essentiellement, avec une longue période chez Valeo. Et à partir de l'année 2014, j'ai décidé de créer un groupe industriel, un mini-groupe industriel, avec comme premier objectif en fait de trouver une solution en fait de sortie pour des entreprises
qui avaient des problématiques de succession, des entreprises qui avaient du savoir-faire avec des problématiques de succession qui n'étaient pas résolues. Et donc moi je me suis proposé de donc racheter ces entreprises et de constituer donc ce groupe qui a été donc créé en 2014, qui s'appelle Mécamen, donc les hommes de la mécanique, et qui a depuis lors donc intégré 3 structures. Une structure en Vendée qui s'appelle AMPM, qui est une entreprise de mécanique de précision. Une structure près d'Angers, à Beaucouzé exactement, qui s'appelle AMS et qui fait de la machine spéciale, de la machine d'assemblage pour 70% de l'industrie automobile et 30% pour d'autres types d'industries, type l'alimentaire, type la cosmétique, le médical. Et puis enfin, une autre entreprise que j'ai acquis cette année, en 2016, en Pologne, car il me semble, malgré tout ce qu'on dit, qu'il est nécessaire, à la fois pour des raisons de coûts de production, mais également pour des raisons de débouchés, d'avoir un pied dans des pays émergents, dans des pays à des structures de coûts un peu inférieures à ce qu'on connaît en France. Donc voilà ce qu'est le groupe Mécamen. Et ce qui m'a amené, en fait, l'origine, l'intention, on va dire, la mission que j'assigne à Mécamen, c'est d'être en mesure de fédérer autour de ce groupe des compétences humaines, des savoir-faire qui, si on ne s'en occupait pas, ou du moins si on ne faisait pas cet effort, risqueraient de disparaître. Et c'est vraiment le creuset pour nous de nos performances. Oui, parce que quand on parle de l'usine du futur, forcément, il faut la remettre dans un cycle, une progression de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a une vraie mutation. C'est peut-être pour ça qu'on sent ce basculement. On a envie de traduire ça par une nouvelle dynamique, une nouvelle forme d'entreprise. Mais vous avez raison quand même de souligner qu'il faut garder tous ces savoir-faire quand on va être dans des usines un peu robotisées. On l'a évoqué plusieurs fois sur ce salon. Eh bien, il va falloir que les personnes aient à la fois la connaissance digitale numérique, comment je programme le robot, mais ils doivent aussi avoir la connaissance du métal, de la matière, de l'ouvrier, du faiseur de base. Quand vous disiez les hommes de la mécanique, il est très important dans l'industrie du futur de garder cette compétence, ce savoir-faire. Comment vous faites, vous, au quotidien, pour justement garder et transmettre ce savoir-faire? Alors, c'est un enjeu majeur parce qu'en fait, on est face à une situation où les formations vers l'industrie se sont réduites, ou du moins, elles ne se sont pas réduites en offre de programmes de formation, mais elles se sont réduites en nombre de candidats en fait, qui sont intéressés par ces filières, alors que ces filières sont pleines d'opportunités. C'est-à-dire que je pense que le monde industriel est un monde dans lequel les progressions professionnelles sont tout à fait faisables. On peut partir, on a plein d'exemples dans toutes les entreprises qui sont ici, on peut partir d'opérateur sur machine pour devenir chef d'entreprise parce que simplement on a la volonté, l'énergie et la capacité à faire. Donc c'est un secteur où on a une évolution de carrière potentielle intéressante. Et c'est pourquoi je pense qu'il est souhaitable, enfin il est souhaitable du moins, on souhaite de tout cœur que les jeunes s'intéressent de nouveau à nos métiers. Parce que l'industrie, on a toujours cette vision, tiens, je suis dans l'usine avec des pièces en métal. J'ai mis à l'image la quille Vendée Globe que vous fabriquez donc chez AMPM. C'est quand même glamour, c'est sexy, c'est joli comme pièce à fabriquer. J'imagine qu'il y a de la satisfaction à travailler sur un produit comme ça, j'imagine. Alors, pour une entreprise de la mécanique comme nous, c'est une occasion unique de faire parler de nous, bien évidemment. Au-delà de cet avantage en termes de communication, c'est aussi en termes de fabrication et de complexité de fabrication une pièce réellement difficile, réellement aussi avec des enjeux considérables dans la mesure où les skippers, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, les skippers sont eux-mêmes, je dirais, très intéressés par la qualité de la pièce parce que de la qualité de la pièce va dépendre en fait leur performance sur la course. Et donc c'est effectivement des sujets malheureusement qu'on communique trop peu parce qu'ils sont vraiment un intérêt. Pour l'ouvrier, je peux vous dire que pour l'ouvrier qui était sur la machine et qui a réalisé cette quille, c'est un plaisir, j'allais dire une jouissance de voir les bateaux équipés des quilles qui font le tour du monde en ce moment.
Bien sûr. Du coup, j'ai zappé. Oui, on parlait de collaboration. Agnès, vous parlez de collaboration. On va y venir dans un instant. Est-ce que justement sur un produit comme ça, vous travaillez avec toute l'équipe du skipper? C'est un travail collectif là-dessus. Vous avez un cahier des charges, j'imagine, qui est assez important. Mais vous travaillez de façon très proche avec l'équipementier, le sponsor, le sportif. Comment ça se passe sur un projet comme ça? Sur le projet en particulier, en fait, l'organisation, la classe IMOCA, hein, qui est la classe des 60 pieds monocoque pour la course au large, a décidé, compte tenu du fait qu'il y avait beaucoup de casse dans les éditions du Vendée Globe précédent, de standardiser 2 pièces, hein, sur les bateaux, de standardiser le voile de quille, enfin la quille, et puis le mât. Hein. Donc c'est 2 pièces qui obéissent maintenant à des standards de fabrication qui sont stricts, pour éviter justement qu'il y a 30 partants et 5 arrivants, quoi. Donc ça a été l'origine. Et donc ceci est géré par un organisme qui s'appelle l'IMOCA, qui est une association des skippers en fait, du Vendée Globe, enfin des 60 pieds. Et donc c'est eux qui nous ont demandé de dessiner de la quille, nous ont demandé de la réaliser, et donc on équipe les nouveaux bateaux qui sont engagés dans le Vendée Globe. Donc tout ça pour répondre à votre question, que c'est un travail qui s'est réalisé, ou du moins qui a été mené avec l'IMOCA, qui est l'association des skippers des 60 pieds. Très bien. On peut revenir là-dessus, justement, Agnès. Vous évoquiez cet aspect de l'usine du futur. Il y a l'aspect un peu collaboratif quand même. On peut peut-être parler de projets, sur lesquels vous avez travaillé, on va le voir dans un instant, où un gros groupe a aspiré comme ça à embarquer avec lui pas mal de gens, soit des compétiteurs, peut-être même des gens qui sont du marché, du même secteur, mais qui se sont associés. On va évoquer cette collaboration. Pour vous, est-ce que c'est un des facteurs de l'usine du futur d'avoir comme ça une vision assez large? On intègre des startups, on intègre davantage les sous-traitants dans la durée. C'est la vision que vous avez de l'industrie du futur ou pas? Alors la vision, la nôtre, elle se nourrit que de ce que l'on voit. On a cette année réalisé 2 appels à projets Industrie du futur via un dispositif de financement qui s'appelle le PIAV, hein, donc de l'argent qui vient des programmes d'investissement d'avenir, et qui nous a permis de voir, on va dire, d'avoir une vision à peu près, on va dire, diversifiée sur différents secteurs d'activité, de projets d'industrie du futur. Et dans la réalité, il n'y en a pas un où la collaboration n'a pas eu lieu. Alors elle peut prendre différentes formes. Comme je vous le disais en introduction, les multinationales, elles, vont avoir plutôt une approche de je vais chercher l'innovation via de la sous-traitance auprès des startups, à la différence, on va dire, des PME ou ETI, qui, elles, vont avoir plutôt une approche ayant un peu aussi moins de moyens financiers de la collaboration. Où là, le principe de la collaboration, c'est que chacun paye sa brique, que chacun a un intérêt, autant parce qu'il y a finalement le client qui est un des partenaires et qui du coup va permettre de tester une techno, de passer par exemple sur les fabricants de machines, de passer d'une machine pilote à une machine en série qui du coup va permettre d'ouvrir de marchés nouveaux au-delà du périmètre de la collaboration. Mais pour répondre à votre question, la collaboration pour des projets d'industrie 4.0, on n'a pas le choix parce que les compétences qui sont nécessaires, notamment toute la partie digitalisation, est un incontournable de cette industrie du futur et que les industriels n'ont pas cette compétence, cette vision globale. Bien sûr. Est-ce qu'on peut prendre l'exemple à ce moment-là, puisqu'on est dessus, d'un exemple concret que vous avez porté, vous, au sein de BPI? Donc oui, qui est à l'image, le projet que je voulais évoquer s'appelle CSF Cooper Standard 4.0. Donc c'est le projet de l'usine du futur de cet équipementier automobile de rang 1 qui, sa situation, le contexte de départ qui l'a amené à s'engager dans cette réorganisation complète de son process de fabrication, c'est que par rapport à ses clients, hein, les Renault, les Peugeot, il avait des commandes de pièces de plus en plus petite taille. Alors pour préserver ses marges, et qu'il fallait à chaque fois reconfigurer les ateliers, ça lui coûtait en termes de main-d'œuvre. Voilà, c'était devenu impossible. Donc il s'est dit, il va falloir repenser nos ateliers. Et ils sont passés par des techniques. On va dire, je vais vous évoquer juste deux approches qui ensuite se sont traduites par des projets de collaboration.
son approche, c'est de dire finalement, si je veux être en mesure de reconfigurer mes ateliers très rapidement par rapport à mon client qui va me demander de produire telle pièce, il faut que je virtualise mes usines. Donc avoir une vision, mes usines et mes ateliers, parce qu'ils ont plusieurs usines sur différents sites. Donc ils sont associés, ils ont mis dans leurs partenaires des petites, des start-up, moins de 50 personnes, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, pour réussir à avoir un jumeau virtuel de leur usine, pour pouvoir tester et reconfigurer en intégrant aussi toutes les données machines. Voilà, donc ça c'est une des voies pour gagner en flexibilité et à moindre coût. L'objectif c'est pas d'intégrer la techno pour la techno, c'est parce que ça leur fait gagner de l'argent, du temps, donc de l'argent, et être capable de répondre aux besoins des grands donneurs d'ordre. Et deuxième approche, c'est de dire, c'est pour revenir aussi à l'aspect humain, c'est-à-dire l'usine de demain, et l'humain est au cœur de cette usine, ça c'est un incontournable, il n'est pas question de tout robotiser, c'est que par rapport à ces besoins de flexibilité, et quand on est dans l'industrie, il existe un ensemble de tâches qui sont fastidieuses, il faut porter parfois des charges relativement lourdes, il y a des tâches qui entraînent ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Donc là, l'idée, c'est de dire comment, je ne veux pas tout robotiser, ce n'est pas l'objet, parce qu'en flexibilité, la robotisation a ses limites. C'est du coup plutôt une approche par le cobo. Donc là, ils ont intégré dans leur projet un spécialiste d'un buste bibras, donc un robot sous une forme de buste avec 2 bras, qui va prendre conscience que dans son environnement proche, il y a un opérateur et du coup va adapter sa gestuelle pour assister l'opérateur dans ses tâches. Voilà, donc ça c'est un projet, donc là vous avez le montant d'aide, 2 millions d'euros, donc on n'est pas sur des montants qui sont... 2 millions d'euros c'est le montant de l'aide. Le projet global est beaucoup plus ambitieux pour CSF, mais sur vraiment la partie brique tech innovante, on est sur des montants qui restent on va dire, accessibles. Et là, on est sur une approche collaborative. Donc, c'est un projet financé par le PIA. C'est vrai que vous avez la petite Marianne qui apparaît. Je ne vais pas me faire pincer. Donc, ça, c'est un projet en cours. Voilà, alors, je n'ai mis que des informations publiques. Mais voilà, c'est pour vous donner une approche très pragmatique et ce qui a amené CSF à revoir son process de fabrication par la digitalisation pour gagner en flexibilité et en tenant compte de ces opérateurs dont il a impérativement besoin pour gagner en flexibilité pour ses clients. D'accord. Est-ce que on va parler peut-être de ça, c'est intéressant, cette démarche-là, elle naît quand l'entreprise se dit, tiens, on me demande des séries tout d'un coup plus personnalisées, plus petites, etc. Vous évoquiez tout à l'heure l'histoire des satellites. Avant, on envoyait 7 satellites par an. Maintenant, on va envoyer 7 mini-satellites par semaine. Mais c'est parce qu'aussi, on a changé la vision du satellite. Aujourd'hui, on envoie des toutes petites satellites qui ont une fonction. Au lieu d'envoyer un gros truc énorme qui peut tomber en panne, très compliqué, on se dit, tiens, bon, on va envoyer des petits satellites. Et du coup, c'est différent. Didier, comment vous voyez-vous à votre échelle d'industriel, justement cette personnalisation un petit peu? On est à la fois dans un gros marché de masse et à la fois dans beaucoup de spécificités. On demande plein de pièces particulières. On va vous demander, tiens, vous pouvez nous faire une petite série là-dessus. Vous avez cette vision-là, vous alors, nous, effectivement, nous voyons qu'effectivement, on passe d'une phase ou d'une ère dans laquelle il y avait des grandes séries. Enfin, on gagnait de la productivité, on gagnait de l'efficience grâce au nombre. Et on passe à une phase où le besoin est de plus en plus spécifique, le besoin est de plus en plus particulier. Et donc, nous, pour y faire face, alors d'abord, nous, dans notre activité de sous-traitance, on est à la fois fournisseur pour la grande série, c'est-à-dire qu'on fabrique des machines d'assemblage, par exemple, sur des connecteurs. Alors, je pense à un client qui est Delphi, que je peux citer, pour lequel on fabrique pour lequel on fabrique des machines qui fabriquent elles-mêmes des millions et des millions de pièces. Donc là, on est dans un processus de standardisation, dans un processus de massification de la production. Et puis, on a, avec l'autre société, qui est MPM, qui fabrique les quilles pour le Vendée Globe, on a là, par contre, des clients qui viennent nous voir
avec des besoins de petites séries, avec des choses que pour l'instant sur lesquelles on répond avec nos moyens classiques, avec notre réponse classique, qui est de l'usinage de pièces, qui est un peu de fonderie, etc. Mais on voit bien que dans le cadre de l'industrie du futur, tout ce qui est imprimante 3D, tout ce qui est nouveaux modèles de fabrication, va nous emmener à faire des évolutions technologiques majeures, sans quoi on sera, je pense, à un moment donné, dépassé par ce besoin de plus en plus personnalisé. Donc on est conscient de cela. Alors bien évidemment, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on n'a pas la puissance d'un groupe, on n'a pas la puissance non plus de soutenir des startups ou de participer à des startups qui je dirais, amènent les idées et sont contributifs de la recherche et développement d'un grand groupe. Nous, il faut qu'on compte sur nos propres moyens, sur notre propre capacité d'action, et auquel cas, ça demande effectivement d'avoir un œil aussi ouvert que possible à l'innovation, à ce qui se passe, à ce qui est en train de se passer. Et nous, en termes de robotisation, en termes d'imprimante 3D, en termes d'objets connectés, on est je dirais, en veille pour voir dans quelle mesure une société comme la nôtre, sous-traitante, on est 190 personnes dans le groupe, va pouvoir épouser les tendances qu'on voit se dessiner. Parce que c'est vous qui allez mettre en forme, finalement, dans le schéma que vous aviez montré tout à l'heure, Agnès, des startups qui vont dans le grand compte. Et finalement, la sous-traitance, pierre angulaire de l'industrie du futur, c'est elle qui met en forme l'innovation, finalement. Parce qu'on arrive avec l'idée, la startup n'a pas forcément l'idée de l'industrialisation de masse de son idée. Et du coup, le grand compte qui vient vers vous, qui cherche justement ce fournisseur qui va lui apporter tant de pièces, c'est vous qui allez mettre en forme cette innovation, quelque part ? Alors, en fait, nous, on dispose de deux avantages compétitifs majeurs pour intégrer l'industrie du futur, je dirais, sans être présomptueux. Oui. Mais premièrement, on a la compétence humaine, la compétence des process. On sait ce qui se passe dans les usines, on sait précisément ce qui se passe dans les usines. Deuxièmement, on a aussi vécu des révolutions industrielles un peu successives tout au long des années, l'apparition des automatismes, l'apparition des robots, etc. Et donc, ces ruptures, on les a finalement connues. L'usinage à commande numérique, c'est maintenant introduit, exact. Mais enfin, c'est quand même... première robotisation, la commande numérique, ça a été le premier. Donc, on a ces deux aspects, bonne connaissance profonde des process grâce à nos compétences humaines et connaissance aussi quand même d'avoir vécu quelques ruptures technologiques assez majeures. Et donc on n'est pas du tout, comment dire, démotivé ou désarmé par rapport à ces nouvelles tendances. On est au contraire assez intéressé. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans des univers parfois dans la sous-traitance un peu de conservatisme et notre principal ennemi, c'est de lutter contre le conservatisme interne et sur la capacité de nos équipes d'intégrer ces nouvelles idées. Le conservatisme, c'est quelque chose auquel vous êtes confronté, vous, BPI, des fois, en termes de solutions, quand vous accompagnez les projets, de dire, tiens, il faut que ça bouge, et puis ça... Alors, il est vrai que le risque que vous évoquez d'adhésion du personnel existant face à cette nouvelle façon de travailler, l'utilisation du digital un petit peu partout, cette résistance au changement est un des risques principaux auxquels font face les entreprises, qu'elles soient grandes entreprises ou sous-traitantes. Maintenant, ce qu'on a vu comme approche un peu originale pour on va dire, essayer de maîtriser au mieux ce risque, c'est de travailler sur des approches qui aujourd'hui sont communément appliquées dans le secteur du développement de logiciels, c'est-à-dire une approche de co-développement avec les futurs utilisateurs. Alors appliquer et transposer au monde de l'industrie, ça donne c'est les opérateurs à qui on demande ce qu'ils veulent et on peut les mettre à tester avec eux les nouvelles technologies. Alors, il y en a certaines qui vont être rejetées, d'autres qui vont être acceptées et ça permet on va dire, d'avoir un risque mieux maîtrisé. Mais bon, c'est une des difficultés majeures d'évolution vers l'industrie 4.0. Hein. L'expérience usagée, on y revient, l'expérience usagée.
Didier, quand on avait parlé, on peut revenir peut-être, oui, sur cette histoire de localisation et de délocalisation, peut-être, de voir quels sont les intérêts dans le schéma qu'on va voir maintenant. Tiens, on va être dessus. Dans l'étude que vous avez faite, donc Agnès, il y a toute une industrie traditionnelle en France. Il y a eu une première vague de délocalisation, on va dire. Et donc, expliquez-nous un petit peu ce schéma qu'on a sous les yeux qui s'affiche là maintenant, pour qu'on comprenne mieux justement les leviers qu'on peut avoir dans la sous-traitance et comment on peut bien intégrer finalement cette histoire, puisque l'industrie du futur, c'est aussi de relocaliser en France ce qu'il faut relocaliser et de garder peut-être à l'extérieur. Dites-nous un peu expliquez-nous ce schéma. On va dire que c'est un schéma qui se veut ultra simple, basique, qui ne fait pas l'objet d'une grande étude. Hein, oui, c'est... On va dire c'est une vision qui est de dire aujourd'hui l'industrie traditionnelle, en France, on a des coûts de main-d'œuvre qui sont relativement élevés par rapport à une compétition internationale. Et donc, du coup, au final, ça donne des coûts de revient relativement élevés qui peuvent ne pas être très compétitifs à l'échelle internationale. Donc, la première tentation, c'est de se dire on va délocaliser. Ça marche bien pour ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la production de masse, de quantité de produits qui vont être identiques. On réduit la charge salariale et on arrive, ce qu'on voit sur le schéma, à des coûts de revient qui finalement sont plus faibles. Par contre, dans les deux cas, on adresse un marché unique. Là, j'ai mis le cas du transport, avec l'aérien, le ferroviaire, le naval et l'automobile. Donc on adresse l'idée, ce petit schéma, ça montre, voilà, quand on délocalise, on est bon pour fabriquer toujours la même chose. Maintenant, si on fait face à des demandes de personnalisation de masse, là, ça commence à coincer puisqu'on ne peut plus faire forcément, en tout cas, ça devient plus difficile, en étant délocalisé, de répondre à un besoin de proximité. Absolument. Donc, comment fait-on, malgré des coûts de personnel plus importants en France, pour maintenir des coûts de revient, on va dire, au moins équivalent à ce qui se passe dans les produits à bas coût, il faut innover, il faut sortir de la boîte, il faut repenser. Et donc c'est là où il faut repenser son organisation, son outil de production, le digitaliser, mais à des coûts qui vont permettre de gagner de l'argent. Du coup, effectivement, là, dans mon schéma, j'ai mis un petit peu moins les coûts de personnel, et j'ai mis un petit peu... Ils baissent, parce qu'effectivement, il y a un peu moins de personnel. Maintenant, c'est du personnel qui est plus qualifié. Tout à fait. Mais l'avantage de faire ça, c'est ce qu'on voit au-dessus, c'est que du coup, je suis capable de me diversifier, de répondre à des besoins, à une clientèle beaucoup plus large. Donc là, typiquement, l'entreprise des transports, le sous-traitant des transports, du coup, il adresse le marché aéro, alors qu'il était réservé au marché de l'automobile sur mon schéma. Et donc, du coup, l'impact en termes d'emploi, c'est pas qu'il y aura une baisse d'emploi, même si le schéma montre que finalement là, il n'y a que 4 personnes versus plus sur le schéma d'entreprise traditionnelle, puisque comme elle va adresser 4 marchés, cet histogramme, il faut le répliquer 4 fois. Donc finalement, l'impact en termes d'emploi peut être très positif pour l'entreprise qui passe à l'industrie 4.0. Maintenant, pour réussir à faire ça, c'est vrai qu'il faut injecter de la R&D. Et il faut avoir les moyens de faire cette phase de R&D. Et donc, du coup, nous, ce qu'on finance, c'est ça. C'est aider les entreprises, les inciter à puiser, à investir pour transformer leur process de fabrication. Parce que de toute façon, si elles continuent à faire ce qu'elles font, y a pas, ça s'arrête, quoi. Il n'y a plus d'industrie en France. Il y en a encore. Didier, vous êtes là pour en témoigner. Comment vous voyez, vous, justement, pas cette cohabitation, mais cette augmentation des salariés vers quelque chose de plus numérique, vers des process optimisés, où on garde un savoir-faire industriel et on ajoute une brique technologique, peut-être pour programmer ce qu'on évoquait tout à l'heure, des cobots. Tiens, je vais avoir un robot à côté de moi qui s'en sert, qui récolte les données, etc. Il va y avoir une formation. Et par contre, il va y avoir des collaborateurs qui vont être un peu augmentés, qui vont rajouter une brique à leur savoir-faire. C'est quelque chose que vous vivez déjà au quotidien ? Alors, je voulais juste en 2 mots revenir sur les problématiques de délocalisation et de relocalisation. En 2 mots, effectivement... expérience intéressante. Je dirais, à partir du moment où les process sont stables
Et c'est ce qu'on a vécu entre les années 90 et les années 2000, on va dire, sans vouloir faire d'histoire. Mais à partir du moment où les process sont stables, la variable d'ajustement qu'on a en fait mise en avant pour réduire les prix et puis se mettre dans le marché, c'était les coûts de main-d'œuvre. Et donc c'est vrai que l'apparition de l'industrie du futur, ou du moins de ce qu'on appelle l'industrie future, c'est-à-dire qui est assez multiforme, on va dire. Donc c'est des tendances appuyées sur la robotisation, etc. Mais l'apparition de l'industrie du futur est une rupture par rapport à des process qui étaient plutôt stables pendant les 20 dernières années et qui donnent donc une nouvelle chance. C'est-à-dire qui permettent de rabattre un peu les cartes et de dire, voilà, ce qu'on n'arrivait pas à atteindre en termes d'efficience économique, l'industrie du futur va finalement peut-être nous permettre de le faire. Et j'en veux pour preuve, alors juste toujours pour finir sur cet aspect de délocalisation, par exemple le Japon, qui pour des raisons plutôt culturelles a peu délocalisé finalement, ou a très peu délocalisé. On voit bien, alors j'ai des analyses de 2014, en France on a 50 000 robots opérant dans l'univers industriel, au Japon on en a 300 000 robots opérant dans l'univers industriel. Donc c'est bien que ça a été effectivement une réponse à des problématiques de prix et des problématiques économiques. Pour répondre à votre question de manière plus précise, c'est vrai que la capacité... Alors, nous, on a par exemple... Alors, moi, j'aime bien les exemples concrets, donc j'ai 2 exemples en tête sur lesquels on progresse. Premier exemple, c'est que par les systèmes de vision, par la robotisation, on a créé nous-mêmes, et je vous invite à venir sur notre stand le voir, on a créé nous-mêmes un module standard qui va permettre de faire rentrer en quelque sorte l'industrie. En fait, c'est parti de l'analyse des besoins de nos clients qu'on voyait. Donc c'est des besoins liés au dévraquage de pièces, c'est-à-dire de rendre les pièces disponibles pour des process d'assemblage ultérieurs. Donc ces besoins, on les connaissait chez nos clients et on a été capté, on va dire, au travers de la vision, au travers de la robotisation, des solutions sur le marché qui nous ont permis de réaliser un module standard qu'on vend maintenant à nos clients. Donc c'est une façon assez, je trouve, intelligente d'amener la robotisation dans des entreprises qui pour l'instant n'étaient pas robotisées. Donc ça c'est une innovation d'ailleurs soutenue par un prêt BPI. On a réalisé un standard qui nous permet maintenant de valider les solutions auprès de nos différents clients. Donc ça c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, c'est tout ce qui est Oculus, Google Glass, etc., qui nous permet effectivement de plus en plus, alors on est un peu au balbutiement de cela, mais on y croit fortement, d'amener auprès de l'opérateur, que ce soit sur de la maintenance, sur de la production, d'amener de l'information qu'il n'aurait pas reçue précédemment, où il aurait été remonté au bureau d'études pour voir ce qu'il fallait faire dans tel ou tel cas, etc. Et donc, voilà, cette capacité, cette révolution nous permet d'avoir avec l'opérateur un dialogue beaucoup plus direct, beaucoup plus concret et beaucoup plus pratique et efficace face à des problèmes qui peuvent se poser. Donc c'est 2 exemples sur lesquels nous, on voit dans ces évolutions une chance pour notre secteur d'activité. Tout à fait. On voit tout d'un coup l'industrie du futur, non pas comme un remplacement, mais comme une augmentation. Quelque part, il y a une augmentation du potentiel des collaborateurs et on ouvre d'autres marchés. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, ça nous permet d'accéder à des nouveaux marchés. Préparez des questions comme leur tourne. Si vous avez une petite question, si vous avez envie d'interroger nos 2 intervenants, les questions sont ouvertes, la parole est donnée. On peut continuer sur une petite thématique. Est-ce que dans l'industrie du futur, le big data, ça vous parle, Didier? C'est quelque chose qui est... Est-ce que ce n'est pas encore le cas de tout le monde? Parce qu'on parle beaucoup du big data. Bon, on n'a pas tous trop de données, quoi. J'imagine que chez vous, vous avez fait le bon mix encore entre l'intégration de la technologie et puis le savoir-faire métier qui fait qu'on reste quand même dans les choses concrètes. J'ai ce sentiment-là vu de l'extérieur. Oui, nous, le big data, clairement, c'est pour l'instant pas un sujet. C'est pas un sujet. Parce qu'on ne s'adresse pas non plus à forcément... en termes de... Le big data peut être intéressant à partir du moment où il y a une masse d'informations à traiter pour, je dirais, être capable soit d'analyser des comportements
soit de consommateurs, soit de matières, soit de pièces, soit, enfin, etc. Nous, on est quand même loin encore de ça, quoi. On est loin, c'est pas encore le sujet. Peut-être juste, moi je oui. voudrais ajouter que sur le big data, tous les projets qu'on a vus avaient leur brique big data. Mais quand on interrogeait les industriels pour leur dire, mais au fait, le big data, pour vous, c'est pour quoi faire? Au-delà de nous dire ce qu'on peut trouver sur Internet quand on tape big data industrie, ils ne s'étaient pas tout à fait appropriés de façon très pragmatique. Ils savent qu'il faut le faire, Oui. ils ne savent pas trop avec qui, Oui. et ils ne savent pas trop pourquoi faire. Donc juste pour information, BPI France a ouvert un diagnostic big data pour toutes les entreprises qui finalement s'interrogent, se disent il y a un potentiel, mais en fait, je ne sais pas trop. Voilà, on finance un diagnostic flash, hein, c'est très court. Big data, on a des indicateurs, des choses oui, comme ça. Oui, ça c'est un petit sondage, ça se fait aussi par big data. D'accord. Donc c'est assez rigolo. Que parce que la personne se renseigne, le profil est automatiquement big dataisé. Et après, c'est un échange avec un expert du big data qui va donner un premier diagnostic sur les pistes potentielles à explorer. Après, on fait ou on ne fait pas le boulot, mais sachez que ça existe chez BPI France et que c'est ouvert uniquement pour les PME. Bon. Les PME, justement, on y revient, c'était la thématique, le big data qui fera partie de l'usine du futur. Mais comme on disait, c'est un peu mouvant. Donc là, on a apporté quand même des regards. Ce qu'on retient, c'est que dans les grandes tendances d'aujourd'hui, il y a cette personnalisation de masse. Un peu, ça c'est une tendance qui est observée. La transmission des savoirs aussi. Mecamen, vous en êtes un exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre comment les augmentations de cadence, effectivement, le temps qui s'est vraiment raccourci extraordinairement et qui joue aussi en faveur d'une relocalisation quelque part. Parce que quand on est dans des délais ultra courts, on ne peut pas dire tiens, ben voilà. Donc ça joue aussi. Et dans tous les cas, l'innovation est de type organisationnel plus que technologique ou numérique. Oui. On est en ouverture par rapport à l'innovation aujourd'hui. Comment ça se passe d'ailleurs, Didier? Je voulais vous poser la question tout à l'heure. Vous, l'innovation, comment vous la vivez? Vous avez déjà un savoir-faire, donc quand vous avez une demande ou un besoin, forcément vous résolvez, vous apportez la solution. Mais est-ce que de temps en temps, vous cherchez dans des pistes comme ça, pour vous, comme ça, en vous disant tiens, c'est quoi? Est-ce qu'il y a cette volonté de temps en temps d'être force de proposition? Alors nous, en termes concrètement d'organisation, on est donc, on a mandaté en fait un jeune ingénieur qui doit faire de la veille pour nous sur tous ces sujets-là, parce que effectivement dans nos troupes, dans nos ressources de PME, on n'a pas forcément les moyens de dédier une personne à ce genre d'approche. Mais donc nous, les problématiques innovation du point de vue organisationnel, on les gère de cette manière-là, avec un jeune ingénieur qu'on a chargé de trouver effectivement pour nous les chantiers sur lesquels on doit creuser. Et effectivement, par ailleurs, on essaye, sous l'angle effectivement de l'industrie du futur, d'examiner dans quelle mesure nos clients actuels, alors c'est la base du besoin des clients, peut trouver une amélioration sur telle ou telle problématique qui se pose à lui. Je citais tout à l'heure le mot barbare de dévraquage. C'est typiquement l'attitude qu'on a eue, c'est de dire voilà, il a un problème, comment on peut le résoudre en utilisant les technologies les plus avancées sur le sujet. Et ça sera notre approche, parce que forcément, nous, on vit de la capacité d'apporter des solutions à nos clients et qui leur facilitent la vie et qui leur permettent d'être plus efficaces. On est et reste sous-traitant. On ne va pas forcément développer des produits, on va surtout se baser sur des process de fabrication qu'on connaît bien par notre expérience et sur lesquels on va dire, voilà, ici ou là, on peut intégrer des nouvelles technologies qui nous permettent d'être d'avoir une offre plus efficace vis-à-vis de nos clients. Bon, super. Eh bien, écoutez, ça sera peut-être le mot de la fin. Questions, profitons. Si vous voulez, après, il y a les petits manches debout derrière, il y a un espace là qui est de networking. Si vous voulez prolonger un peu avec nos deux participants, on revient pour terminer. J'ai remis à l'écran la quille du Vendée Globe. Une petite pensée pour eux d'ailleurs, parce que vous suivez on est la course. très, 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 très fiers de pouvoir dire que
les deux bateaux de tête, donc Banque Populaire et puis Hugo Boss, sont bien sûr équipés des quilles fabriquées par AMPM. Et donc on participe, on participera, j'espère, à la victoire. Yes, ça, et on vous le souhaite en tout cas. On pense aux marins qui sont là, qui grâce à vous naviguent autour du globe. Je ne sais pas où ils en sont là aujourd'hui, mais Sud de l'Australie. Sud de l'Australie. Ils ont 5 jours d'avance sur le précédent record de François Gabard. Donc bon, voilà, c'est la techno aussi, parce que outre la quille qui joue sur la performance du bateau, il y a aussi des foils. C'est la première année où il y a des foils de part et d'autre, donc à bâbord et tribord des bateaux, et donc qui permettent d'aller plus vite. Et ce qui permet aussi presque, on a vu là, des fois de déjauger, de déjauger légèrement. Wow. Bon, eh ben, on a ici un magnifique exemple que définitivement la sous-traitance est au cœur de l'industrie du futur, avec des belles réalisations comme ça, des belles productions. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette table ronde. Merci à tous les deux, Agnès et Didier, de nous avoir apporté votre éclairage. Et puis très bon après-midi et bon salon à toutes et à tous.